Philippot, bonsoir. Bonsoir. Vice-président du Front National et député européen. Nouvelle nuit de violence à Aulnay-sous-Bois, 5 jours après les violences commises sur un jeune homme de 22 ans, Théo, qui est toujours hospitalisé pour blessures graves. Le président de la République, François Hollande, s'est rendu à son chevet cet après-midi. C'est un geste fort pour dire que tous les enfants de la République, justement, doivent être traités de la même façon par la police. Ah oui, bien sûr, tous les enfants de la République doivent être traités de la même façon par la police et il faut que l'enquête avance. Si les faits sont avérés, ils sont évidemment très graves, inadmissibles et il y aura des sanctions, y compris des sanctions pénales. Ça, c'est une évidence. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on doit jeter l'opprobre sur l'ensemble de la police nationale? Certainement pas. Non, qui fait un travail remarquable, et qui a été, oui, je sais, mais qui a été victime encore hier d'ailleurs d'attaques très violentes. Et puis, ça ne justifie en rien. On peut comprendre une certaine colère chez les proches, mais ça ne justifie en rien dans ce quartier que des gens brûlent des voitures, brûlent du matériel public. Ça, c'est juste inadmissible. Et il faut rétablir l'ordre de manière urgente. Bernard Cazeneuve réclame la plus grande fermeté en cas de manquement grave des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment que les sanctions soient exemplaires si elles sont, encore une fois, si les faits sont avérés. Il faudra que les sanctions soient justes. Il est évidemment prévu que la police nationale n'ait pas le droit de faire cela. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Maintenant, il faut que l'enquête ait lieu, qu'on vérifie les faits, qu'on fasse avancer la justice, et puis aussi qu'on préserve quand même l'intégralité de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans son honneur et dans l'idée, dans son image. On sait qu'elle fait très bien son travail, très généralement, dans des conditions de plus en plus difficiles, et que chaque année, il y a des milliers de policiers et de gendarmes qui, eux aussi, sont blessés sur le terrain dans l'exercice de leurs fonctions. Marine Le Pen, ce matin, enfin cet après-midi, même ne souhaitait pas clouer au pilori les policiers qui sont mis en cause. Elle estimait que son principe de base, c'était d'abord de les soutenir, mais évidemment de les sanctionner si les faits étaient avérés. Oui, le principe de base, c'est qu'on doit respecter la justice, c'est-à-dire qu'on ne condamne pas avant la justice. Ça me paraît absolument évident. Et l'autre principe de base, c'est que si les faits sont avérés, il doit y avoir sanction. On va parler de la droite. François Fillon a eu une pensée émue aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy, alors que la justice l'a renvoyé en procès pour ses comptes de campagne de 2012. Il a fait appel. Est-ce que vous comprenez cette réaction de François Fillon, qui est lui-même au cœur de la tourmente de l'affaire de son épouse ? Si vous voulez, moi, l'affaire Big Malion, alors que la justice tombe maintenant, on peut toujours se poser des questions, ça évidemment. Est-ce que c'est sain pour le débat démocratique que la campagne soit polluée par toutes ces affaires ? Moi, je pense qu'on ferait mieux de parler du chômage, du terrorisme, parce qu'on en a l'occasion que tous les 5 ans quand même, pour une campagne présidentielle. Instrumentalisation de la justice, selon vous, contre les candidats à la présidentielle, et votre candidate n'est pas épargnée. Sur le calendrier, on peut se poser des questions. Maintenant, sur les faits, ils sont là. Sur Big Malion, moi, je vais quand même rappeler une chose, c'est que les comptes de campagne de Sarkozy ont été invalidés par le Conseil constitutionnel, qui a eu 2 fois plus de dépenses que ce que prévoit la loi. Donc ça veut dire que la campagne de 2012 s'est passée dans des conditions parfaitement déloyales et qu'il a dépensé 20 ou 25 millions d'euros de trop par rapport à ce qu'il aurait dû pouvoir dépenser. Donc ça veut dire que cette campagne était complètement bidonnée. Et il a été condamné pour ça. Oui, mais ça veut dire qu'on peut faire des meetings qui coûtent beaucoup plus cher, on peut faire beaucoup plus de meetings, on peut faire des choses. Enfin, c'est extraordinaire, ça fausse complètement l'élection. Et ça, il faut quand même le rappeler. Condamné à rembourser, vous le savez. Oui, d'accord. Non, mais le parti également. Oui, d'accord. Mais enfin bon, c'est quand même, c'est toujours après coup. C'est-à-dire que la campagne a été faussée et après coup, on vous dit on sanctionne, on rend très bien. Mais bon, la campagne a quand même été faussée et on parle du chef de l'État, enfin de cette campagne qui doit désigner le chef de l'État. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a une instrumentalisation de la justice en ce moment? Est-ce que vous pensez que les magistrats ont sciemment décidé d'attaquer certains candidats à la présidentielle? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Maintenant, ce que je sais, c'est que les faits sont là. Si vous parlez de l'affaire Fillon, enfin des affaires Fillon, ce qu'on apprend encore ce soir dans le Canard enchaîné, une nouvelle révélation qu'il a oublié de nous dire hier dans son opération Vérité. Il dénonce des mensonges à l'instant, François Fillon. Oui, on parle de 45 000 euros d'indemnité, justement. Enfin, en tout cas, ce qui n'a pas été dit clairement, d'une manière évidente, c'est pourquoi il a mis fin au contrat de son épouse comme assistante parlementaire, pile au moment où la loi s'appliquait pour qu'on sache qu'elle était assistante parlementaire. Ça, la question ne lui a pas été posée. Et en plus, elle n'aurait pas démissionné, il l'aurait licenciée pour bénéficier d'indemnité. Je mets au conditionnel, parce qu'encore une fois, effectivement, il faut que tout cela soit vérifié. Mais après, sur le calendrier, il est certain que ça pollue la campagne. C'est pour ça que moi, j'avais demandé à François Fillon de quitter cette élection, parce qu'on ne va pas passer 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines sur ces affaires-là. Pendant ce temps-là, on ne parle plus des vrais sujets de fond. C'est dommage. Vous avez le sentiment que la campagne de tous les candidats, et notamment de Marine Le Pen, est parasitée par l'affaire François Fillon? Bien sûr que toute la campagne présidentielle est parasitée par cette affaire. Parce que, ça vient aussi du fait que François Fillon n'est pas convaincant, qu'il ne dit pas à chaque fois toute la vérité. Et donc, évidemment, ça rebondit en permanence.
Sauf que ça fait maintenant 2 semaines qu'on y est. Et on voit le premier tour arriver. Et est-ce qu'on aura bien débattu de ce qu'il faut débattre? Est-ce qu'on aura bien débattu du terrorisme islamiste qui vient de frapper encore au Louvre? Est-ce qu'on aura bien débattu du chômage, de nos solutions pour réindustrialiser la France? Est-ce qu'on aura bien débattu de cette tutelle européenne qui est insupportable en tout domaine? Est-ce qu'on aura débattu de tout ça? Bah oui, en tout cas, nous, on essaie. Puisque à Lyon, nous avons partagé, vous le savez, nos 144 engagements pour la France, les 144 engagements de Marine Le Pen, qui sont en ligne d'ailleurs sur son site de campagne, marine2017.fr. On essaie de faire du fond. Je crois quand même qu'on est entendu par les Français. À part la peine de mort sur laquelle elle est revenue, quels sont les éléments nouveaux dans ce programme? Est-ce qu'il y a des grandes évolutions par rapport au programme de 2012? C'est la prolongation naturelle de ce qu'elle avait déjà proposé pour la précédente élection. Si vous voulez, la forme déjà permet un meilleur contrôle démocratique. 144 engagements. Les Français pourront, pendant le mandat, cocher les cases et vérifier que le travail est fait, l'engagement est bien tenu. Sur le reste, on a créé, si vous voulez, l'essentiel est là, bien sûr, la souveraineté nationale, l'idée que nous voulons protéger nos frontières, mettre fin à cette immigration massive, redonner du pouvoir d'achat aux Français. Bon, par exemple, je pense que la révision constitutionnelle est plus complète qu'en 2012, incontestablement. On souhaite y mettre le référendum d'initiative populaire. Vous savez, comme ça existe en Suisse. Ce sont les Français, par leurs 500 000 signatures au niveau national, qui peuvent avoir le loisir de déclencher un référendum sur le sujet de leur choix. Je trouve que c'est magnifique comme idée, parce que c'est vraiment une démocratie revivifiée. On en a besoin. C'est pas le 49.3 citoyen de Benoît Hamon. Non, pas tout à fait, mais c'est plus. Mais pas loin. Ça donne plus d'initiative au peuple, parce que c'est lui qui choisit les lois qu'il souhaite voir traduites en référendum. Voilà, il suffit d'avoir 500 000 signatures au niveau national. C'est formidable, ça existe en Suisse depuis le 19e siècle. Par exemple, en Suisse, c'est grâce à cela que l'abattage sans étourdissement des animaux a été interdit dès le 19e siècle. C'est grâce à cela qu'il y a un meilleur contrôle des rémunérations des grands dirigeants. C'est grâce à cela qu'il y a eu un moratoire sur les OGM, etc. On voit bien que le peuple est sage et qu'il vote souvent dans le bon sens. Bon, sur les projets un peu nouveaux, il y a cette prime de pouvoir d'achat. Pour tous les retraités, tous les salariés qui gagnent moins de 1 500 € par mois. On veut les aider tout de suite. Et ce n'est pas une dépense qui est non financée, au contraire, parce qu'on met en place une taxe de 3% sur toutes les importations qui entrent en France. Et à partir de la recette qu'on obtient, on distribue cela sous forme de pouvoir d'achat, de prime de pouvoir d'achat aux salariés et aux retraités. Ce sont des mesures de gauche. Ce sont des mesures de gauche, encore une fois, que la gauche aurait pu prendre, qu'elle a prise d'ailleurs en partie. Mais qu'elle n'a pas prise là, pendant 5 ans, où elle a plutôt attaqué le pouvoir d'achat des Français. Non, je crois que c'est une mesure de justice sociale. Vous savez, nous, on ne raisonne pas avec un hémisphère droit ou un hémisphère gauche. On essaie de raisonner avec tout notre cerveau et tout notre cœur pour servir l'intérêt national, bien au-delà de ce clivage gauche-droite qui me semble complètement dépassé aujourd'hui. Marine Le Pen a dit qu'elle se présenterait, quoi qu'il arrive, à la candidature pour la présidence, même si elle était mise en examen. On sait qu'il y a un certain nombre d'affaires aujourd'hui qui pèsent notamment sur le FN pour les assistants parlementaires au Parlement européen. Pourquoi est-ce qu'elle refuse de rembourser les sommes que lui réclame le Parlement? Non, mais de toute façon, c'est pas qu'elle refuse, ils lui prennent sur salaire, là. Donc, simplement... Elle ne peut pas refuser, donc. Son principe, il est très clair, c'est qu'il n'y a aucune décision de justice. C'est une décision qui vient de ses adversaires politiques. Vous voyez, ça vient de M. Schulz, socialiste allemand. D'ailleurs, je rappelle, dans cette affaire qui est quand même saugrenue, ça vient du fait qu'on a publié, vous voyez, on n'a rien caché, on a envoyé à la presse en 2015 un organigramme du Front, un organigramme militant. Et dessus, M. Schulz, notre adversaire, a vu qu'il y avait des assistants parlementaires du Front et a dit « Ah bah attendez, on ne peut pas être en même temps militant, c'est un prétexte pour nous attaquer, on ne peut pas être militant et en même temps assistant parlementaire. » Bien sûr que si, ça fait même partie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. N'importe quel citoyen a le droit en même temps de militer dans un parti politique. Donc tout cela est ridicule, c'est une décision politique. Il n'y a que 2 partis qui sont attaqués au Parlement européen sur ce sujet. Il n'y en a que 2, le Front National, vous le savez, et UKIP, le parti souverainiste britannique, comme par hasard. Les souverainistes, toujours les souverainistes. Par contre, les européistes, eux, évidemment, ne sont pas attaqués, sûrement parce qu'ils sont extrêmement vertueux. Dans les sondages, vous l'avez sans doute observé, Marine Le Pen reste stable, François Fillon a légèrement baissé, et c'est Emmanuel Macron qui se classe désormais en 2e position. Emmanuel Macron qui hier a démenti avec ironie des rumeurs sur sa vie privée, une double vie qu'il a évidemment avec humour démenti. Il a eu raison de prendre les devants. C'est étrange. Enfin, sur les sondages, d'abord, non, ce soir, non, je crois que vous êtes partenaire du Rolling, non nous montons et Marine a gagné 2 points en une semaine. Donc c'est elle qui connaît la plus forte dynamique, même bien davantage qu'Emmanuel Macron, ce qui me paraît logique, vu notre belle campagne. Alors qu'Emmanuel Macron devance... Bon, bah écoutez... François Fillon. Je ne sais pas ce qu'il sait. Je ne sais pas s'il sait que des choses vont sortir, j'en sais rien. Je trouve ça... Non, qu'il devance, vous dites... Ah oui, qu'il devance sur votre question, des révélations sur sa supposée vie privée. Je trouve ça étrange comme procédé, mais... Parce que généralement, quand on fait cela, c'est le meilleur moyen, en réalité, qu'on parle d'un sujet.
Donc je ne sais pas exactement quel est l'objectif de tout cela. Peut-être pour masquer le vide de son projet, pendant qu'on parle de ça, de supposées liaisons qu'il aurait démenties avec telle ou telle personne. On ne parle pas du fait qu'il n'a pas de projet, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant pour les Français. C'est le candidat sans projet. Il n'a rien à dire, rien. Il fait des meetings pendant 1h40 où tout le monde s'ennuie d'ailleurs manifestement, puisqu'on voit des gens qui en sortent interrogés, où il explique que l'eau ça mouille, le feu ça brûle et que le ciel est bleu. Voilà. Et pendant 1h40. Je crois que ça ne va pas résister longtemps. Je crois que l'opération de com et le produit marketé qu'est Emmanuel Macron, entouré d'ailleurs d'agences de com, ça c'est une belle enquête qu'il faudrait mener, beaucoup d'agences de communication autour de lui, comme Best Image je crois, ne résistera pas longtemps, parce qu'il faut quand même un peu de fond dans l'élection présidentielle. On ne peut pas arriver comme cela devant les Français sans avoir une seule idée. Sur le plan politique, il cible évidemment le Front National et il cite son projet de repli mortifère qui ne chiffre rien, un retour à la France d'hier. Qu'est-ce que vous lui dites en attendant d'avoir effectivement les mesures concrètes de son programme ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? Ce sont des espèces de clichés ridicules. Ce qu'il appelle repli, c'est quoi? C'est la souveraineté nationale? C'est l'indépendance? Est-ce qu'il a le sentiment que la Suisse est repliée dans le monde? Elle est très exportatrice alors qu'elle n'est pas dans l'Union européenne, elle n'est pas dans l'euro. Est-ce qu'il a le sentiment que le Royaume-Uni s'est replié? Non. Il négocie en ce moment des accords commerciaux avec le monde entier. Sa bourse est au plus haut alors qu'ils viennent de quitter l'Union européenne. Est-ce qu'il a le sentiment que la Norvège est repliée, que la Corée du Sud, qui est un pays indépendant, que le Canada, qui est plus petit que la France, pas en superficie, je le sais, mais en population et en économie, est replié? Pas du tout. Pourtant, ces pays sont libres, ils sont indépendants. C'est tout ce qu'on veut, nous, pour la France. Par contre, j'ai le sentiment que la France, elle est sacrément repliée depuis qu'elle est dans l'Union européenne, à fond, c'est-à-dire en gros depuis Maastricht. C'est-à-dire qu'elle a le nez braqué sur Bruxelles et Berlin toute la journée. Il n'y a plus que Bruxelles et Berlin qui comptent, puis on a oublié qu'on était une puissance mondiale. Il n'y a pas que l'Union européenne dans votre collimateur, il y a maintenant l'OTAN. Vous voulez sortir de l'OTAN, qui ne sert à rien, selon vous, et les sommes qu'on réaffecterait, elles serviraient à quoi? À la construction d'une défense européenne ou pas? Alors nous souhaitons sortir en tout cas du commandement intégré de l'OTAN. L'OTAN lui-même, on verra ce que ça devient. Peut-être qu'il faudra sortir de l'OTAN. Commandement militaire intégré, c'est Sarkozy et Fillon qui nous y avaient remis, alors que De Gaulle l'avait quitté. C'était un acte d'indépendance, il faut de nouveau quitter. On ne doit pas être entraîné dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Voilà notre raisonnement tout simple. Oui, si on peut faire des économies sur l'OTAN, on les mettra dans la défense nationale. Certainement pas une défense européenne. Non, la défense européenne, c'est un projet de 1954, un vieux projet qui a été enterré à l'époque, qui n'a aucun sens parce que, vous voyez, en 2003, il y avait une guerre en Irak. Vous vous en souvenez, la deuxième guerre du Golfe. La France ou l'Allemagne ne voulaient pas y aller. Le Royaume-Uni, les pays de l'Est voulaient y aller. Donc comment on aurait fait avec une défense européenne? Ça n'avait pas de sens. On voit bien qu'on n'a pas toujours les mêmes intérêts, loin de là. Et puis c'est un acte... La défense, c'est un instrument de souveraineté. C'est un instrument d'influence. La France a largement les moyens d'avoir sa défense nationale. Donc nous, on veut réaffecter des moyens à la défense nationale. On aimerait avoir un deuxième porte-avions notamment, Marine veut le nommer Richelieu. Et elle n'a plus besoin du grand parapluie américain pour protéger notre pays des attaques qui pourraient venir de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord? Non, nous avons notre propre parapluie qui s'appelle notre dissuasion nucléaire. Heureusement, et ça c'est aussi un bel acte d'indépendance, qui est gage de paix d'ailleurs, si elle est utilisée intelligemment, c'est-à-dire si elle n'est pas utilisée, mais si elle est une dissuasion. La dissuasion nucléaire, il faudra continuer à investir dedans, parce que c'est un gage de sécurité et de paix pour notre pays. Merci beaucoup Florian Philippot d'être venu ce soir sur iTélé. Dans un instant, on fait